Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous, vous le savez désormais, qui aime bien mettre son grain de sel partout. Aujourd'hui, on y va tout de go avec un grand cocorico. Un big up plutôt, ça c'est pour les moins de 20 ans. Un big up 100% tricolore et local. Au travers de notre invité, c'est un grand coup de chapeau, ou plutôt de béret, que nous allons aujourd'hui tirer. Notre convive du jour, jeune trentenaire, a repris les rênes d'une fabrique de bérets d'ici, plus précisément d'Oloron Sainte-Marie. La PDGR de Lolaire, PDGR, ça rime mais c'est pas très joyeux. Je sais pas si on dit PDGR. On lui demandera, hein Guillaume? Guillaume, c'est le caméraman. La jeune entrepreneuse à la tête de Lolaire depuis maintenant quelques années dépoussière le sacro-saint béret à grands coups de créativité et d'inventivité. Elle a même découvert que le béret Duce, oui, j'ai bien dit le béret Duce, ce béret mythique était issu de sa fabrique. Rosabelle Forzi, son héritage inouï, ses beaux bérets portés par les plus famous celebrities, et son joli ventre arrondi sont dans Ketchup Bayonnaise. On y va tout de go, on la rejoint chez Pancho. Attention, effets spéciaux. Rosabelle, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Ketchup Bayonnaise. Merci on est ravis de vous recevoir. On va vous découvrir votre activité, votre passion. Enfin, on va vous connaître en général. On est dans un bistrot. La première question qui n'en est pas une, c'est le choix de la formule. C'est un petit bistrot bayonnais, il n'y a que deux formules. C'est la formule tu ou la formule vous. Est-ce qu'on se vous voit, est-ce qu'on se tutoie? Je suis plus à l'aise avec le tutoiement. Moi aussi, donc c'est très bien. Alors, on va parler bien sûr de ton parcours à travers une première question qui n'en est pas vraiment une. Dans un bistrot, il y a une carte qui présente le menu, l'univers et tout ça. S'il y avait une carte imaginaire avec écrit Rosabelle Forzi, qu'est-ce qu'il y aurait écrit? C'est une façon de te demander ton parcours, ton CV. En résumé, bien sûr, sur une carte. Je suis une jeune femme, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille. Voilà, ça c'est certainement. Une autre en cours. Exactement, une autre en cours. Et je dirige une société qui s'appelle Lolaire, qui est une société historique. Je suis passionnée de théâtre notamment. Je suis issue d'une grande famille, et notamment d'une grande famille d'entrepreneurs. C'est ce qui explique certainement mon parcours. Et voilà, j'ai eu un parcours très divers, ce qui a fait que j'ai repris Lolaire et qui est aujourd'hui mon troisième bébé, ma troisième passion. On va y venir plus en détail. Déjà, est-ce qu'on dit PDG ou PDGR? PDG. C'est pas très joli, PDG. Non, c'est pas très joli. On est d'accord. Donc, tu es PDG de l'entreprise Lolaire depuis 2012. Exactement. Voilà. Alors, et comment on se retrouve à la tête de cette entreprise qui a plus de 180 ans, une entreprise d'Oloron. Voilà. Comment tu es arrivé là? Alors, je travaillais dans l'informatique, j'avais un parcours qui était bien différent. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu retrouver un peu de sens dans ce que je faisais, aller sur un produit qui était certainement que je pouvais toucher et avec véritablement quelque chose à défendre, disons, qui me tenait plus aux tripes. J'ai commencé à chercher un petit peu des sociétés à reprendre et c'était l'époque où Lolaire était malheureusement en difficulté pour la 3e ou 4e fois.
J'ai la chance d'être entourée de façon familiale par toute ma famille est entrepreneur et j'ai notamment dans ma famille des personnes dont le métier c'est la reprise de société. Donc voilà, donc en allant chercher Lolaire, on a souhaité ensemble, puisque du coup je me suis adossée au groupe familial, on a souhaité essayer de perpétuer ce savoir-faire qui allait complètement disparaître si on le laissait péricliter. Et voilà, donc ça a été un peu un hasard puisque au moment où moi je cherchais quelque chose qui avait du sens, s'offrait à moi quelque chose qui en avait beaucoup, c'est-à-dire le produit symbole des Français qui allait disparaître si on faisait pas quelque chose, quoi. Et du coup, quand on arrive là, avec cette conjoncture-là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, je suis la superwoman, je vais sauver le béret, dépoussiérer le béret? On se dit quoi? Non, et il faut deux choses. Il faut à la fois avoir des convictions parce que il faut être persuadé que vous pouvez en faire quelque chose et à la fois il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'il y en a, ça fait 180 ans que ça existe, vous n'êtes pas la première à avoir pensé à pouvoir sauver quelque chose et apparemment il semblerait qu'il y en ait qui se soient plantés avant vous. Donc c'est pas trop la peine de l'ouvrir. C'est vraiment, donc voilà, c'est vraiment se dire j'ai une idée, je crois en ce produit, je crois en son histoire, je crois qu'il ne peut pas disparaître, qu'il n'y a aucun sens à ce que ça disparaisse. Je crois véritablement qu'il est sous-évalué, sous-porté et l'esthétisme que j'avais dans l'imaginaire, voilà, on a tous un imaginaire du béret et je pensais qu'il fallait juste un peu le réenclencher dans les souvenirs de tout le monde. Donc j'avais vraiment cette conviction-là et à la fois il fallait réétudier l'histoire, réétudier le pourquoi on en était arrivé là, pourquoi aujourd'hui on en était à cette quatrième dépôt de bilan et pourquoi en fait compte à Oloron par exemple dans cette ville du Béarn il y avait il y a 50 ans 5 fabriques et aujourd'hui il n'en reste plus qu'une. Donc c'était des milliers d'emplois et aujourd'hui on est 58 dans cette ville à travailler sur le béret. Donc il fallait regarder cette histoire véritablement dans les yeux pour savoir où les gens s'étaient trompés ou pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et puis en effet le dépoussiérer également. Alors aujourd'hui, quand on fait des recherches sur la marque Lolaire, notamment sur le net, on trouve beaucoup d'articles. Alors, côté mode, mais aussi énormément côté économie. On te présente comme un modèle économique. Est-ce que c'est une fierté, ça? Est-ce que tu t'attendais à ça? Un modèle économique, après, on est comme tout fabricant de français, on est toujours sur la sellette, donc c'est toujours à double tranchant. On est un modèle et nous, on sait très bien que tout est difficile, que ça, un coup de souffle, un coup de Covid ou n'importe quoi nous met en danger. Mais et à la fois, c'est une fierté parce que oui, en effet, on a fait un joli parcours. Mais c'est une fierté que je porte pas seule parce que voilà, j'ai eu la chance d'avoir 50 personnes qui ont suivi mon projet, et 50 personnes plus les personnes qui travaillent dans les magasins qui vendent nous béret et tout ça. Donc des gens qui ont suivi, qui ont cru dans le projet que je leur montrais. Donc c'est une fierté pour moi et pour mes collaborateurs en général, quoi. Si on regarde un peu dans le rétro, enfin dans ton rétro et dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes à qui aujourd'hui tu as envie de tirer ton chapeau, plutôt ton béret, des gens qui t'ont marqué? Des gens qui m'ont marqué aujourd'hui sur mon parcours professionnel, tu veux dire? Oui, ou personnel, comme tu veux. C'est voilà, à un moment donné, voilà, on a envie de dire, ces gens-là m'ont inspiré ou m'ont aidé. Et, voilà. Ouais, en général, moi, j'ai été très inspirée par beaucoup de femmes entrepreneurs qui déjà ont montré la voie, ont montré que à 30 ans, je pouvais parler et dire oui, ben non, si je vais reprendre une société de 50 personnes, je pense qu'il y a 30 ou 40 ans, ça aurait quasiment été impossible. Donc, il y a plein de femmes qui font, notamment des amies de mes parents, qui sont des personnes qui ont repris des sociétés, sont à la tête de sociétés, ou même sans être à la tête de sociétés, sont des femmes managers qui m'ont toujours inspirée puis poussée. Donc, et puis mon père qui m'a donné cette envie-là. Donc, c'est certainement, oui, toutes ces personnes à qui je tirerai mon béret. Très bien, on va commencer.
avec la première rubrique, qui est la rubrique mise en bouche. On y va. Rosabelle, ta boisson idéale à l'apéritif? Bon, enfin, pas en ce moment, mais en ce moment de l'eau gazeuse. Non, ma boisson idéale, le pousse-rapière en famille, parce que c'est souvent un alcool qu'on prend à l'apéritif. Après, entre copines, je serai soit avec une bière, soit avec un verre de champagne. Enfin, l'éventail est large. Ouais, je suis pas difficile en apéro. Dans la vie en général ou dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche? Les challenges en général. J'aime beaucoup relever quelque chose qui paraît aux autres impossible. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et habituellement, j'aime beaucoup relever des challenges. Habituellement, ce qui paraît aux autres impossible me paraît beaucoup moins impossible. Je trouve ça marrant de leur montrer. Alors, quand tu arrives à la tête de Lolaire en 2012, on le rappelle, tu as changé pas mal de choses et aujourd'hui, il y a des collections. Il y a notamment une collection qui s'appelle Héritage. C'est complètement assumé, c'est ça, c'était l'héritage que tu voulais transmettre? Exactement, c'est l'héritage, en tout cas, c'est l'héritage que Lolaire transmet depuis des générations. On avait véritablement envie d'avoir, de garder ce qui faisait l'ADN de Lolaire, de ne pas tout changer, de se rappeler exactement quelles étaient ses forces, de continuer à discuter avec la clientèle qui a fait survivre Lolaire et qui a été toujours fidèle. Donc cet héritage, c'est notre façon aussi à nous de dire, on s'incline un peu devant le passé, on prend tout ce qui est bon et puis on continue à le faire, on continue à le perdurer parce que c'est ça nos racines. Alors aujourd'hui, tu portes le costume d'entrepreneuse, mais il y a aussi un autre costume que tu as porté. C'est un peu tiré par les cheveux, mais tu vas comprendre. D'ailleurs, on va demander au patron qui nous amène, non pas la carte, mais la tablette. Donc, cette photo doit te parler. Et alors, le costume en question, c'est le costume de Sherlock Holmes 2.0 à talons, ce que tu as revêtu. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Cette histoire, elle est marrante parce que depuis que j'ai repris Lolaire, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire, et notamment l'histoire du béret, l'histoire de Lolaire, et des personnes qui ont porté des bérets qui sont célèbres. Donc, ça a été toujours une quête qui a été marrante d'aller voir, d'aller fouiner, d'aller regarder derrière les bérets à chaque fois qu'il y avait une expo. Et en faisant ce travail, parce que c'est qui me plaît, qui m'amuse, et qui est un travail des week-ends, quoi, hein, c'est vraiment... on est tombé un peu par hasard par un blogueur qui nous a envoyé une photo qui nous dit... Tiens, c'est marrant, on vient de racheter, il y a une personne à Cuba qui vient de racheter le dernier béret Luce. Si tu regardes l'écusson, ça sent Lolaire. Alors, on ne peut pas zoomer dessus, on ne le voit pas, mais ça ressemble quand même à un écusson Lolaire. En effet, ça ressemblait beaucoup. Donc, du coup, on est allé retrouver, on a essayé de contacter la personne, on n'a pas réussi. Donc, il fallait trouver un autre biais. On a réussi à contacter le photographe qui avait pris cette photo, qui est un photographe de l'agence Magnum. Et donc, du coup, on a demandé à l'agence de pouvoir zoomer. Bon, ça a été un peu des pieds et des mains parce que pourquoi vous voulez zoomer? Vous voulez acheter la photo, vous voulez pas l'acheter? Je préférerais zoomer. Voilà, et on a fini par avoir cette autorisation-là. Et en effet, en zoomant, on a retrouvé, puisqu'on a aussi un musée du béret à Naï qui a toutes les archives des écussons, des coiffes et tout ça. On a retrouvé cet ancien écusson qui appartenait à une autre fabrique qu'on a achetée, puisque le nom aujourd'hui de la fabrique c'est Lolaire, mais on a acheté plein d'autres fabriques dans le temps, et notamment Blanc-Olibé, et qui était un écusson donc, qui appartient à l'héritage de Lolaire, et qui est un écusson vrai basque, avec une coiffe bayadère, qui était une coiffe anciennement portée sur un produit. Donc c'était génial, ça veut dire que ce béret-là a été produit dans le Béarn, qu'il a été produit chez nous, qu'il a migré, comme beaucoup de bérets. C'est du Che Guevara qu'on a vu partout aussi. C'est la photo la plus connue au monde, donc c'est le béret le plus connu au monde, c'est ça qui est assez fabuleux. Comment il est arrivé dans les mains
personne ne le sait. Alors, on essaie, peut-être, oui, il y a des pistes, on essaie de trouver pas mal de pistes et d'histoires, mais ce qui est marrant aussi, c'est de pouvoir s'imaginer le long trajet de ce béret et à la fois combien d'autres bérets peuvent voyager sur des têtes connues, pas connues. Voilà. Enfin, l'histoire est quand même rocambolesque. Et c'est digne d'un docu-fiction Netflix. Derrière Netflix, si vous regardez, appelez-la. Rosabelle, après cette histoire étonnante, on avance tout doucement dans notre rendez-vous. On passe tout de suite à la rubrique condiments. Rosabelle, est-ce qu'il y a un moment précis, et si oui, lequel, où tu t'es dit, ça y est, la mayonnaise a pris? Oui et non, enfin on se le dit souvent et parfois on se dit ah non, j'y suis pas, il faut repartir. C'est un peu ce qui fait toute la magie de l'entrepreneuriat. C'est de temps en temps on dit ah vraiment j'ai touché quelque chose. Ah ben non, faut y repartir. Voilà, donc c'est notre quotidien. Non, on est très content quand certaines stars portent le béret. On a eu Emma Watson qui est venue dans notre boutique, ce qui était quand même super chose. On a eu Jerry Halliwell, ma petite sœur de 18 ans m'a demandé qui c'était, mais j'espère que les gens connaissent. Voilà, on a eu... Les Spice Girls, pour les plus jeunes qui regardent. Exactement. Omar Sy, enfin, on a eu plein de choses et à chaque fois, bon ça c'est une petite fierté, Madonna, enfin voilà, un peu tout. Ça à chaque fois c'est génial. Et puis à la fois, de temps en temps, on s'est dit oh là là, c'est voilà, dans des crises comme le Covid ou le lieu touristique ferme où ça devient, il y a des choses qui sont difficiles et tout ça, et on se remet en question, on a peur, on se rebat et puis on se remet en selle et puis c'est pas grave. Voilà, c'est. Alors cette photo-là, quand même. Là, on se dit quand même la mayonnaise a pris. Ouais. Non, c'était très rigolo. C'était l'année dernière, donc une photo avec Brigitte Macron. Ouais. On est allé à l'Élysée où les bérets étaient exposés à l'Élysée. Oui, ça c'est génial, notamment pour toutes les personnes qui travaillent parce que c'est une reconnaissance. Le lieu est fabuleux, avoir ces bérets. L'emblème de la France dans l'emblème de la France, il y a un truc un peu un théâtre dans le théâtre, donc c'est vraiment sympa, et puis c'est vraiment chouette pour les personnes qui travaillent, qui font le béret tous les jours, qui le confectionnent, qui ont de l'or dans leurs mains, et on leur dit en effet ce que vous avez fait, c'est un petit trésor et il doit être exposé là, et c'est une vraie reconnaissance. On change un peu de registre dans la vie en général. Qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Ah ouais, alors pas mal de choses. Non, j'imagine comme tout le monde l'injustice, le fait que la difficulté aujourd'hui d'expliquer aux gens et de faire comprendre aux gens que un jean ne vaut pas 9 €, c'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça. L'explication, voilà, que le Made in France, c'est autre chose que juste la qualité. Certes, c'est la qualité, mais qu'il y a plein d'autres choses. Il y a nos vacances, nos congés payés, nos enfants. Voilà, moi, je trouve que l'injustice sociale liée à la confection des fringues, ça peut me faire monter rapidement la moutarde au nez. Voilà. Il y a une expression française qui dit le faire à sa sauce. C'est quoi la sauce Rosabelle Forzi? La sauce Rosabelle Forzi, alors c'est clairement l'expérimentation, hein, on rajoute un peu, ah non c'est pas terrible, on enlève, on rajoute, on remet. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment je teste, pas avoir peur de tester plein de choses, de revenir en arrière, de revenir en avant, c'est un peu ma façon de faire en tout cas. Alors tu viens de le dire, tester plein de choses, c'est un peu ton leitmotiv, mais est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es toujours dit, mon Dieu, jamais j'y mettrai mon grain de sel? La politique. Clairement. Ça sort tout seul. Clairement, la politique, je pense que je n'y mettrai jamais mon grain de sel. Je sais pas, je trouve ça courageux pour ceux qui le font. Je pense que c'est pas le mien. Rosabelle, on continue, c'est notre avant-dernière rubrique, c'est la rubrique digestif.
Rosabelle, les coups durs, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, tu les digères comment? J'ai la chance de prendre assez bien les coups durs. Enfin, je pense que je les ai. C'est ce qui fait de moi une entrepreneuse, c'est que je les digère assez bien et je rebondis assez rapidement. Comme tout le monde, ça fait pas du bien, c'est pas agréable. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais il s'avère que je suis pas très douillette sur les coups durs et je repars. Alors, les coups durs, tu les digères bien, mais est-ce qu'il y a dans la vie des choses qui pour toi sont complètement indigestes? Oui, lesquelles? Ouais, il y a plein de choses qui sont indigestes. Ouais, l'injustice en général, c'est vraiment indigeste. Il y a plein de choses où on se dit que ça devrait pas être comme ça. Ouais, la justice de la vie, c'est large, mais ça, les maladies graves, ouais, les choses comme ça. Je pense que c'est plutôt sur ce registre-là. Aujourd'hui, Rosabelle, dans ton parcours de femme PDG, et j'y tiens, pas PDG, c'est moche, est-ce que tu penses qu'on t'a mis ou pas des bâtons dans les roues parce que tu étais une jeune et que tu étais une femme? Parce que c'est plus compliqué quand on est une femme de se retrouver à la tête d'une société. C'est certain. Enfin, le fait d'être une femme, ça n'est pas simple. On nous prend peu au sérieux, mais ce qui peut être un atout parfois aussi de temps en temps. On a la gestion de nos vies personnelles et professionnelles qui sont encore pas tout à fait roses. Mais comme je te le disais tout à l'heure, la génération au-dessus de moi a gagné plein de batailles qui font que je peux être là aujourd'hui et je compte en gagner pas mal pour que mes filles soient encore plus à l'aise dans leur rôle de dirigeant, si un jour elles veulent l'être, en tout cas dans les années à venir. Donc bien sûr que c'est plus dur, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'il faudrait changer, et à la fois ça a tellement évolué et mon métier c'est encore de pointer du doigt aussi, mon engagement c'est encore de pointer du doigt ce qui ne va pas et d'essayer de le changer, mais de pas non plus ne pas être tout à fait honnête et de dire aujourd'hui on réussit aussi parce que d'autres femmes nous l'ont permis, d'autres hommes nous l'ont permis, hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se battent pour cette égalité-là. Et voilà. Et puis après pour l'âge, c'est un atout et un problème. Ça je pense que c'est peut-être plus facile à gérer. Aujourd'hui, l'avenir du béret, est-ce que c'est ça? Ça, c'est votre collection été 2021. Alors, on est loin du béret classique que vous continuez à produire et qui marche, mais il y a aussi cet aspect-là très créatif. Oui, je pense que l'avenir du béret, il est dans les deux. Notre conviction, et ma conviction en tout cas, c'était que on avait un tout petit peu laissé le béret aux béret baguettes et aux franchouillards et que c'était tellement dommage parce qu'il y avait tellement un vaste plan créatif à développer. Et donc aujourd'hui, on le développe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes maisons de couture qui utilisent cette créativité, qui est la créativité de nos équipes, pour pouvoir mettre dans les défilés des bérets qui sont à la fois parfois très simples, à la fois très, très excentriques, tout en gardant les codes du béret. Pour moi, les codes du béret, c'est très souvent l'engagement, enfin les personnes qui le portent sur la tête sont des personnes engagées, voilà. Donc oui, ça fait partie aujourd'hui dans un monde où il faut tout le temps se renouveler, tout le temps repenser les choses. Toute cette créativité du béret, elle est très importante. Souvent aujourd'hui, les grandes marques font ce qu'on appelle des collections capsules en association avec d'autres marques qui demandent des petites collaborations. S'il y avait, toi, des marques ou des créateurs avec qui tu aimerais travailler? Alors, aujourd'hui, là, il y a une créatrice avec qui on travaille déjà et que je trouvais géniale, et on a eu de la chance de travailler avec elle, qui s'appelle Marine Serre. Je ne sais pas si tu sais, mais sûr. Marine Serre travaille beaucoup sur le recyclé. Elle est très en accord avec son temps. Donc, on fait une collection capsule avec elle que je trouve géniale et qui a été une grande fierté également. Aujourd'hui, il y a des grandes maisons qui font des très très belles choses et avec lesquelles on travaille en façon pas obligatoirement en collection capsule, mais sur lequel on est très très fiers.
Non, moi j'aime être associée aujourd'hui à des personnes qui travaillent le changement, à la fois le changement dans notre façon de porter les fringues, de les, de les mettre en avant. Donc il y a plein de gens qui font ça, mais toutes les personnes qui travaillent sur le recyclage, le seconde main, toutes les personnes qui travaillent sur les techniques de teinture naturelle sur lesquelles on travaille beaucoup et tout ça, toute cette innovation-là, elle m'intéresse pour être plus respectueux, pour ne pas changer 15 fois. Vous achetez un béret, vous l'avez à vie. Voilà, c'est ça qui est important. Ça va être la dernière question. Là, on part dans l'imagination complète, dans la vie rêvée. Si demain tu devais choisir une tête, internationale ou pas, que tu adorerais voir, une star qui porterait ton béret, qui aimerais-tu? Ah bon, il y a eu le Tché, on est déjà high level, mais aujourd'hui, en icône, t'aimerais voir qui avec tes bérets? Mais c'est vrai que je me suis pas mal posé la question. Alors, elle porte des bérets, mais peut-être pas le mien, parce que j'ai jamais pu y avoir. Mais par exemple, une Beyoncé au Super Bowl, moi j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Elle est le stéréotype de la femme forte, qui s'engage fortement, qui a peur de rien. Je trouve que voilà, c'était des très belles images. Et côté mec, un homme? Et côté mec, pareil, quelqu'un d'engagé comme ça, comment il s'appelle cet acteur? Je t'en ferai un autre parce que je ne sais pas. Sinon, dans des indices, il a joué dans quoi? On va peut-être trouver jouer. Fait de chez vous, on vous entend pas, mais jouer quand même. Il a joué dans. C'était le dernier Joker. Phoenix. Exactement. Joaquin Phoenix. Voilà, j'ai gagné. Ça c'est chic, je sais pas, il change pas de fringue pour aller au Festival de Cannes, il a qu'un seul costume, il est tout le temps chic, il a des forts engagements. Je pense que l'engagement c'est vraiment des gens qui s'engagent, c'est vraiment ce que je veux, et parce que le béret a toujours été porté par des gens qui s'engagent et je crois qu'il doit continuer. Joli message. On va passer tout de suite, parce qu'on y a un droit quand même, c'est à la tournée du patron. Gentil. Rosabelle Pancho, Rosabelle. Enchanté. C'est la tournée du patron, à l'eau gazeuse À l'eau. évidemment. Mais ça, oui, Bon. hashtag lol. Mais bon, ça nous fait quand même très plaisir. Pancho, il est là donc pour sa tournée, mais aussi pour poser quelques questions. On t'écoute. Rosabelle, enchanté. Enchanté, Ça a Pancho. été? Très bien, Bon, impeccable. on est très bien ici. Vous avez été interne dans le Gers? Oui. Hein? Ouais, Ah, exactement. mais c'est pas une question, c'est parce que... Je suis gersoise, moi. Il a fait son bradier là, t'as vu de vue, t'as retrouvé des gens qui Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez retrouvé la classe. Exactement. Il y en a des Bayonnais qui ont été en classe avec moi. Le béret basque ou béarnais? Le béret, il est fabriqué par des Béarnais, porté par des Basques, des Béarnais, des Gascons. En tout cas, voilà. Non, mais je suis pas là pour changer l'histoire. Il a toujours été appelé basque, il a toujours été fait dans le Béarn. Il faut reconnaître à ces deux régions leur légitimité sur le béret, et puis aux autres également pour l'avoir fait perdurer et porter, quoi. C'est dommage, je vous avais dit que vous ne vouliez pas faire de la politique. C'était bien parti. C'est la seule, Il y avait des bases. c'est la question où j'ai les bases. Vous connaissez l'histoire, c'est Napoléon, c'est ça? C'est Napoléon qui avait fait... À Biarritz, ouais. À Biarritz, qui avait des ouvriers qui avaient le béret basque et voilà. Donc... Et le nom vient de là. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est ça, ouais. Et en fait, comme ça s'est fabriqué à Biarritz, on appelait ça le béret basque, mais c'était déjà fabriqué dans le Béarn. Tout à fait. Voilà. Alors on a aussi des questions ma chérie. d'internautes. Allons-y. Au revoir madame. on a aussi des questions d'internautes, notamment beaucoup de questions de femmes qui sont admiratives de ton parcours. Et une question de Valérie qui demande, quand on veut se lancer en tant que femme entrepreneuse, quels sont tes conseils? Déjà, le conseil, c'est de toujours faire ce qu'on ne sait pas faire.
C'est un peu la base des entrepreneurs. Les hommes savent très bien le faire, les femmes ont beaucoup plus de mal. Dès qu'on ne sait pas faire quelque chose, on se dit « Oh mon Dieu, il ne faut pas que je le fasse, je ne sais pas le faire. » Mais non, c'est la base d'un entrepreneur, c'est de toujours faire ce qu'on ne sait pas faire. Donc vraiment oser faire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut apprendre à toutes les jeunes filles. C'est d'y aller, même si on ne sait pas, on y va et on se bat. Très jolie Oui. réponse. Valérie sera ravie, je pense. Pancho, est-ce qu'on a d'autres questions en stock? Non, j'avais une de balle sur ça. Donc, du coup, oui, comment Tu peux y aller. Hein. Oui. c'est bien apprendre à bien porter le béret. C'est pas une question, ça. Oui, l'art de ne pas poser de questions. Mais non, mais parce que derrière, on va faire Oui, les. c'est-à-dire que comment on doit porter le béret. Mais tiens, regarde, elle va te dire comment tu le mettrais toi. Hein? Est-ce qu'il y a sérieusement, est-ce qu'il y a plusieurs manières de Non, porter c'est le des béret? En fait, suivant, Oui, là. suivant la façon dont on le porte, on peut avoir l'air bec, l'air. Mais franchement. On est l'air sérieux, l'air. Mais c'est un peu justement ça, c'est Pas qu'il mal, y a un hein. moment donné, il faut Hein? se regarder dans la glace et apprendre à le poser de différentes façons et de voir quel est celui où il y a l'humeur, quoi. Ouais. Il y a des jours où t'as pas envie qu'on te fasse chier Des- et on fait des faits et que voilà, il y a des tourne jours, Comme ça, là, moi, j'en avais, on a quand commencé à tourner le béret comme ça, t'étais sûr que. ça allait Ouais, fuser. ouais, exactement. Il sait qui c'est. Il se reconnaîtra, c'est ça? Oui. Oui, donc en gros, il n'y a pas de Non, manière idéale de porter, on le porte au feeling. Exactement, on le porte au feeling et puis surtout, comme toute façon de bien porter une fringue, on se met devant une glace et on regarde ce qui nous plaît le plus et puis petit à petit, on le met, c'est facile et puis petit à petit, on sait exactement la façon dont on aime le porter, suivant les jours, suivant l'humeur, suivant plein de choses et puis les formes qui nous conviennent. Merci beaucoup, Rosabelle, pour ce joli moment. Nous, on se retrouve, vous le savez, maintenant dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On compte sur vous. N'oubliez pas aussi de tweeter, liker, riposter, enfin lâchez-vous. Et n'oubliez pas non plus que c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. Bye.